Bonjour et bienvenue sur le premier podcast français à destination des maîtres d'apprentissage. On va parler de notre mission d'accompagnement, mais aussi des enjeux vis-à-vis des apprentis et de l'entreprise, de notre organisation personnelle, de nos choix, de nos doutes. À chaque épisode, je recevrai un nouvel invité pour un nouvel axe de réflexion. Je m'appelle Mathieu Guyot, je dirige MGA, une société de conseil dédiée au développement de l'apprentissage. Aujourd'hui, je vous propose de discuter avec Olivier Dutilleux, responsable des ressources humaines du groupe Evolucare Technologies. C'est un épisode un peu particulier car Olivier n'encadre pas directement des apprentis, mais sa fonction support lui a permis d'accompagner de nombreux maîtres d'apprentissage depuis plusieurs années. Au cours de cet échange, on va se poser des questions sur l'articulation entre les opérationnels et le service RH, comment se répartir les activités, comment optimiser cette collaboration, avec la prise en compte notamment des profils et de l'envie de s'investir. Vous êtes sur Mètre Carré, le podcast dédié aux maîtres d'apprentissage. Bon épisode. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Comment ça va ? Écoute, très bien, et toi? Ça va très bien, ça va très bien. Je suis content de t'avoir sur ce podcast. Je suis vraiment ravi de te recevoir. J'en parlais un petit peu dans l'intro, tu es responsable RH Group de Evolucare Technologies, donc une société de solutions informatiques dans le domaine de la santé. Mais je crois savoir que c'est pas le seul secteur dans lequel tu as été RRH. Tu me confirmes? Tout à fait. C'est le troisième poste que j'occupe en tant que responsable ressources humaines. Au tout début de ma carrière, et quasiment jeune diplômé, j'ai travaillé dans le domaine du transport de voyageurs et j'y suis resté pendant 5 ans et j'ai eu la chance, après cette expérience, de pouvoir intégrer le milieu industriel et l'industrie lourde plus spécifiquement, la métallurgie. En étant responsable RH de site industriel sur le secteur d'Albert dans la Somme, un secteur aéronautique bien connu. Et du coup, une question que je me pose par rapport à ça, donc par le lien à l'apprentissage, hein, c'est un épisode un peu particulier parce que tu n'es pas toi-même, du coup, directement maître d'apprentissage, mais tu accompagnes, tu encadres des maîtres d'apprentissage. La question que je me pose, du coup, du fait d'avoir vécu ces différents secteurs, est-ce qu'il y a des problématiques qui sont communes? Est-ce que c'est exactement les mêmes problématiques que tu as rencontrées sur la gestion de l'apprentissage ou pas du tout? Globalement, oui, sur l'identification de qui pourrait être un maître d'apprentissage. Ce sont des questions qui sont relativement communes. En revanche, sur la gestion de la capacité à intégrer un apprenti dans une structure, c'était relativement différent. Dans le transport de voyageurs notamment, on a des métiers qui sont essentiellement centrés sur la route et c'est un secteur qui globalement intègre peu d'apprentis. Donc peu de problématiques de suivi ou d'intégration. En revanche, dans l'industrie, dans la métallurgie en particulier, là, c'est un secteur qui se veut être un fort contributeur à la transmission de savoir dans le domaine d'activité. Et donc là, il y a effectivement des enjeux assez importants. Comme il y a des enjeux importants et naissants dans le domaine de l'IT et de l'édition de logiciels au sens large. Et du coup, tu disais qu'une des problématiques communes, c'était l'identification, de qui pouvait être potentiellement, maître d'apprentissage. Comment tu faisais du coup et comment tu fais même aujourd'hui pour choisir un maître d'apprentissage quand tu as un projet de recrutement d'apprentis? C'est quoi les qualités finalement que tu vas rechercher chez le collaborateur pour être maître d'apprentissage? La première qualité que je vais rechercher, je dirais qu'elle est intrinsèque au principe d'apprentissage, c'est la capacité à transmettre. La capacité à transmettre du savoir, à transmettre de l'expérience et à verbaliser bien évidemment tout ça. Donc c'est en ça que je disais que les problématiques sont identiques parce que je pense que ça soit dans le domaine de l'informatique ou dans le domaine de l'industrie, et peu importe les services, qu'on soit dans des services dits improductifs ou des services dits productifs, la première qualité du maître d'apprentissage, c'est la capacité à transmettre. Et c'est ça que j'allais détecter chez ce que je pressentais comme pouvant être un bon maître d'apprentissage. Sur cette capacité à transmettre, donc une forme de,
de pédagogie, en tout cas, on a l'habitude de dire que, plus la personne est volontaire pour être maître d'apprentissage, plus ce sera facile finalement de mobiliser du temps, de l'énergie pour transmettre ses compétences. Est-ce que c'est quelque chose, toi, que tu as remarqué? Et 2e sous-question, est-ce que, tu arrivais à gérer justement cette volontariat? Est-ce que tu arrivais à créer un peu de volontariat quand il y avait, du manque? Alors oui, effectivement, est plus facile de convaincre quelqu'un qui arrive, dans le bureau d'un service RH, déjà convaincu, par le principe de l'apprentissage et qui finalement est demandeur de pouvoir, accueillir un apprenti ou plusieurs, dans son service. Ce que j'ai par contre assez communément, rencontré, c'est que c'est pas parce qu'on est un demandeur d'apprenti ou que, on sera forcément un bon maître d'apprentissage. Et c'est là, toute la difficulté de l'exercice, c'est de trouver cette bonne personne qui va être capable, oui, de prendre du temps et ça en général quand on est volontaire, c'est plus facile sur le long terme de tenir l'engagement de confier une partie de son temps, à un apprenti pour lui transmettre quelque chose, mais 2 aussi d'être la personne pertinente dans, les propos à tenir et dans les expériences à transmettre. Donc et ça malheureusement, on l'a pas chez tous les volontaires. Donc il faut un petit peu canaliser le volontariat, et pouvoir, voilà, identifier ce bon futur maître d'apprentissage. Et donc parfois, forcément, si, le volontaire n'est pas forcément le maître d'apprentissage idéal, peut-être aller faire naître des vocations chez d'autres qui ne se sont pas forcément manifestées. Donc oui, effectivement, c'est le corollaire. C'est quand on recherche le bon et que, celui qu'on a sous la main n'est pas forcément, cette bonne personne, il faut aller, faire naître l'envie de transmettre. Tu as déjà été face à des blocages, non? Quand tu as identifié une personne en te disant: «Là, je me rends compte que, ce collaborateur, il a cette capacité de transmettre, il a cette pédagogie, il serait un bon maître d'apprentissage». Est-ce que tu as déjà été face à des gens qui, alors je sais pas, hein, syndrome de l'imposteur, manque d'intérêt, manque de temps, tout ce qu'on veut. Tu as déjà été face à des personnes qui ont bloqué en disant: «Non, moi je ne veux pas être maître d'apprentissage»? Alors oui, ça m'est arrivé dans l'industrie, et dans l'industrie, ce que je rencontrais souvent quand on me disait: «Je veux pas être maître d'apprentissage», c'est, soit la question du temps à mettre à disposition heu, de l'apprenti vis-à-vis de la charge de travail, ou alors effectivement peut-être pas le jusqu'au syndrome de l'imposteur, mais en tout cas se dire: «Mais, je suis pas prof et donc, je n'ai pas vocation à transmettre». Alors que on a identifié, chez ces personnes indéniablement un volume de savoir, et de connaissances, transmissibles important et ça en faisait pour nous des personnes idéales dans le sujet, à part cette petite réticence, justement, j'allais dire, pour reprendre tes mots, au syndrome de l'imposteur. Et du coup, le levier pour débloquer la situation, c'était quoi? Alors le levier, c'est la posture du RH, et là, il faut en revenir aux fondamentaux du métier, des ressources humaines, c'est de bien connaître, les métiers qui, animent l'entreprise et pour faire cela, c'est, ben, de se rapprocher des collaborateurs qui sont détenteurs de ces savoir-faire, de ces savoir-être et de se mettre, soi-même en tant qu'RH, dans la posture de l'apprenant. Heu et dans cette posture d'apprenant, on a un transfert de savoir assez faiblement technique, hein, de surface, mais qui permet de démontrer, à la personne qu'on a identifiée, parfois ça arrive de se tromper, mais en tout cas, souvent chez les personnes qu'on a identifiées, la capacité à transmettre et à transmettre à des non-sachants, des gens qui n'ont pas forcément les bases techniques de leur métier. Dire: «Bah, voilà, si tu as été capable de transmettre, heu, un minimum de savoir de ton métier à quelqu'un qui est pas issu de la technicité, à savoir un RH, comment, tu vas être capable de transmettre ce savoir à quelqu'un qui, en plus, s'intéresse à ta technicité, qui va travailler dans le métier et qui aura les bases de conversation, une partie de ton vocabulaire et de tes automatismes. Voilà, donc en fait, c'est cette rencontre, là que j'essayais en tout cas moi de pousser et de formaliser
et c'est souvent comme ça que j'arrivais à obtenir, emporter, on va dire, la décision favorable d'un maître d'apprentissage qui était réticent à l'origine. Et du coup, si on poursuit, donc tu identifies le bon maître d'apprentissage ou tu arrives à le convaincre, en tout cas, ça y est, la personne est, entre guillemets «désignée». Sur la partie recrutement de l'apprenti, donc on va dire même, analyse du besoin, identification du profil, choix de l'école, toutes ces étapes préliminaires, est-ce que ton maître d'apprentissage était intégré ou est-ce qu'il est intégré là pour la structure pour laquelle tu travailles actuellement? Est-ce que tu intègres le maître d'apprentissage dans toutes ces étapes, même pour l'entretien de recrutement, par exemple? Ah, il y a plusieurs, j'allais dire, modes d'entrée d'un apprenti au sein d'une entreprise. Il y a parfois, la stratégie de relation, entreprise-école, et dans ce cas, l'entreprise a déjà prédéterminé, l'école et éventuellement même, le diplôme, et cherche en fait le bon apprenti et le bon tuteur. Donc quand on est dans le cadre d'un partenariat école-entreprise, le tuteur, le futur tuteur, ne collabore pas, on va dire, à la décision de l'identification de l'école. En revanche, quand c'est en dehors de ce cadre-là, j'essaye au maximum d'associer les tuteurs, en amenant, j'allais dire, un certain nombre de diplômes d'écoles différentes, et d'essayer de faire ensemble un choix qui nous semble être le plus pertinent dans le cadre de l'accueil d'un futur apprenti. Donc tu te fais proposition de solutions, avec un éventail de diplômes en essayant de les expliquer et c'est là avec la discussion avec le maître d'apprentissage, voire avec le service finalement complet, enfin selon la situation, où vous allez décider ensemble de, bah, tiens on part plutôt sur telle formation, tel diplôme, telle école, c'est ça? Tout à fait. On a même, alors j'ai eu l'occasion dans l'industrie de pouvoir aller, j'allais dire, un cran au-dessus, et de pouvoir, me rendre aussi à la rencontre des écoles, avec des futurs tuteurs. Donc pour, rencontrer, le professeur principal, identifier les contenus, de la formation, et ça participe aussi au fait de rassurer un tuteur qui aurait été, un petit peu sur la balance, et qu'on aurait, j'allais dire, emporté, avec nous, grâce, aux éléments dont on a parlé juste avant. Voilà, donc c'est de le rassurer aussi et de faire voir qu'effectivement il est bien dans le cadre, de l'enseignement, du futur apprenti, et ça lui permet aussi de se faire une idée plus concrète sur, la formation que je lui ai proposée en éventail juste avant, parce que c'est plus abstrait de lire ça sur un contenu pédagogique. Ça, c'est l'idéal, on va dire. C'est pas toujours possible. OK, OK et du coup étape suivante, les entretiens d'embauche? Tes maîtres d'apprentissage sont systématiquement présents? Alors, pas toujours. Il y en a qui, je le propose, mais ils sont pas toujours à l'aise avec l'exercice. Le positionnement de d'une personne qui va, faire un choix et qui va questionner pour faire ce choix, et cetera. C'est pas toujours évident. Certains le refusent, donc moi je vraiment je me positionne comme en proposition, et si le futur tuteur le souhaite, il intègre le processus de recrutement. On le briefe bien évidemment, pour, lui expliquer quelle va être sa valeur ajoutée dans le cadre de, heu, l'entretien, et si ça n'est pas le cas, il n'y a donc pas de participation du tuteur à l'entretien formel, on va dire. En revanche, à l'issue de l'entretien, on fait une découverte de l'entreprise et on passe voir le futur tuteur, et on crée un moment d'échange. Donc finalement, il y participe quand même, mais sous une forme, différente, qui est à son poste de travail, dans son environnement, c'est-à-dire quelque chose qu'il maîtrise. Tu as déjà eu un veto de la part d'un maître d'apprentissage, que ça soit au cours d'un entretien ou au cours de cette rencontre informelle, où toi tu avais identifié un bon candidat et finalement le maître d'apprentissage te dit: «Non»? Ça t'est déjà arrivé? Non, ça j'avoue que non. Non, non. Quand on après on souvent, ce sur quoi on ça m'est arrivé de travailler, c'est de dire: on a plusieurs potentiels bons candidats, et de faire le choix, et de pas toujours avoir, bah, la même vision. C'est ça, du bon futur alternant, et voilà, et là d'en discuter, et j'allais dire comme, dans beaucoup de recrutements, c'est le métier qui a le dernier mot. D'accord, ça reste, s'il y a un doute entre 2 candidats, heu, à peu près égaux qui, présentent les mêmes qualités, enfin que toi tu évalues de la même manière, la personne qui pourra trancher ce sera le maître d'apprentissage ou
Si lui a une préférence et toi une autre, pareil, à la fin, c'est le maître d'apprentissage qui, vu que c'est lui qui va collaborer au quotidien, qui aura le dernier mot, c'est ça? C'est ça, il va collaborer 1 an, 2 ans, voire 3 ans avec, avec ce futur alternant ou cette future alternante. Il va s'engager sur la durée, donc pour, que cet engagement soit franc et le reste, pour moi, ça reste le métier qui apporte la décision finale. Quand je dis le métier, ça peut être, le tuteur s'il participe au process de recrutement, ça peut être le chef de service, hein, si c'est le tuteur n'y participe pas, mais en tout cas, ça doit être le métier. Et du coup, tu disais que pour les maîtres d'apprentissage qui participent à l'entretien, tu les briefais avant sur, ce qu'ils pouvaient apporter, sur, toi en tant que RH, en quoi ça t'aide d'avoir un maître d'apprentissage présent lors de l'entretien? Vous le faites en même temps tous les 2 ou d'ailleurs c'est peut-être 2 entretiens, séparés, je sais pas? Alors souvent, les maîtres d'apprentissage avec qui j'ai travaillé étaient, peu à l'aise avec l'exercice et donc j'étais souvent présent et c'était un seul et même entretien. Pour, ceux sont rompus à l'exercice du recrutement, là, c'était 2 entretiens distincts. Mais c'est assez rare de trouver des maîtres d'apprentissage qui soient vraiment rompus à l'exercice de l'entretien de recrutement. D'accord, donc du coup l'intérêt c'était que toi tu savais comment mener l'entretien, la structure, entre guillemets «les bonnes questions à poser» et finalement le maître d'apprentissage pouvait lui avoir un échange un peu plus technique, un peu plus, j'allais dire professionnel, mais sur la partie oui métier, avec le candidat, c'était ça? C'est ça, tout à fait. En fait, j'étais là dans un rôle effectivement de recrutement, mais aussi d'animation du potentiel échange qui devait se faire entre, le candidat ou la candidate et le maître d'apprentissage. Le but, c'est qu'à un moment donné, on arrive à créer ce lien qui va les emmener vers j'allais dire le champ, de d'exercice du métier dans je ne trouve plus mes mots, mais on va dire dans la zone de confort, voilà, dans la zone de confort du futur maître d'apprentissage. Et du coup, alors on passe cette étape, d'entretien, donc on voit bien l'intérêt, hein, d'avoir, un maître d'apprentissage qui est déjà impliqué, à ce moment-là. Oui. Est-ce que ça joue du coup directement sur, la période d'intégration une fois que l'apprenti est là? Est-ce que toi tu continues à jouer ce rôle, de facilitateur, d'animateur un petit peu, de la fonction? Alors, je dirais oui, le temps de la prise des repères de chacun. Alors si c'est un maître d'apprentissage qui n'a jamais eu d'apprenti, c'est indispensable. Quand c'est quelqu'un qui est déjà plus rompu à l'exercice, encore une fois, un peu moins parce qu'il va savoir, plus facilement mettre à l'aise, intégrer dans son process de travail, commencer à, j'allais dire, démontrer certaines technicités et en même temps confier une charge, de travail à son apprenti pour qu'il puisse s'exercer et reproduire les gestes ou la technicité qu'il vient de lui démontrer. Donc ça, j'allais dire, ça peut être de la routine pour les expérimentés. Pour ceux qui le sont moins, le but, c'est quand même de créer le lien et donc le service RH, à mon sens, doit être là sur ces, quelques premières semaines pour être sûr que le lien se fait, pour être sûr que la technicité se passe de l'un à l'autre, en tout cas que le vocabulaire, s'établisse entre les 2, qu'ils parlent le même langage et que le tuteur, intègre bien dans son rythme de travail son alternant et que l'alternant s'intègre bien dans le rythme de travail de son tuteur. Donc c'est des choses qui se font progressivement sur les 2, 3, voire 4 premières semaines. 4, c'est déjà assez long, d'alternance, voilà, du jeune qui est accueilli. Sur toutes les missions, d'accompagnement justement parce que le code du travail, vis-à-vis des entreprises, il est assez, précis, hein, sur, l'accompagnement, les relations avec les écoles, sur, même la partie juridique finalement avec, la gestion de la période probatoire et tout ça. Toi dans ton cas, tu préconises quoi? Est-ce que c'est au service RH de s'occuper de toute cette partie d'accompagnement très administrative, juridique? Est-ce que tu laisses les maîtres d'apprentissage s'investir aussi dans ce milieu-là? Est-ce que ça continue d'être finalement en fonction du profil? Comment tu gères toi ça? Alors moi je préfère, les libérer de cet aspect-là, tout en évoquant le sujet en amont et en disant voilà que ce sont des choses qui existent, qu'il y a effectivement des temps,
dans un contrat d'apprentissage, comme il y a des temps dans un contrat de travail, que je serai le gardien de ces temps et que pour valider, chacun des jalons qui matérialisent ces temps, eh bien, on aura des échanges, pour savoir si, ben, on va au jalon d'après et donc si on passe le temps suivant et cetera et cetera. Mais, effectivement, ça a un côté très administratif, heu et j'allais dire que pour les collaborateurs, futurs tuteurs ou tuteurs, pour emporter aussi leurs décisions et ne dire qu'ils se concentrent sur le métier, sur la transmission, je préfère garder le côté administratif et moi participer à différents moments d'échange pour valider s'il y a besoin. Les échanges, alors on parle toujours des bons côtés de l'apprentissage. Il y a plein de campagnes de communication pour dire ô combien c'est merveilleux et on en est tous convaincus. Mais, il y a aussi des fois où c'est un peu plus complexe, faut pas se le cacher. Sur ces périodes, on va dire de médiation, sans aller forcément jusqu'aux procédures disciplinaires, mais ne serait-ce que de recadrer un apprenti. La même chose. Est-ce que c'est toi, avec ta casquette RH, qui intervient qui gère la procédure? Est-ce que c'est le maître d'apprentissage qui va gérer cette partie de médiation? Qu'est-ce qu'un maître d'apprentissage va pouvoir venir chercher auprès de toi dans cette situation-là? Eh ben, je pense que tu l'as dit, à partir du moment où on est dans la médiation, il faut faire entrer un tiers, et donc ce tiers, je pense légitime en entreprise, c'est le service RH. Donc, quand on est dans le principe de la médiation ou dans, j'allais dire éventuellement soit un maître d'apprentissage qui aurait du mal à passer certains messages, à son apprenti ou à l'inverse, un apprenti qui aurait du mal à faire, se faire comprendre ou à passer certains messages à son maître d'apprentissage, le facteur, le dénominateur commun, ça doit être le service RH. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je me manquais pas de rappeler en disant: «Ma porte est ouverte, venez me voir et s'il y a des choses qui, ch comment dire? Qui vous chagrinent ou des choses que vous n'avez pas forcément à mettre en exécution, ben, n'hésitez pas, on en discute et puis, discutera avec l'autre, avec le tiers qui est ce que sera le RH». Quand on est, voilà, j'allais dire pour la médiation et tu as cité, juste avant le disciplinaire. Là, quand on est dans le cadre du disciplinaire, c'est important et c'est indispensable que ça soit pour moi, le manager, donc le maître d'apprentissage qui s'investisse, dans le sujet, tout en étant, j'allais dire, briefé, coaché, accompagné s'il y a besoin par le service RH pour que ça soit fait dans les règles et que ça soit fait en bonne intelligence. Le but, c'est pas, le disciplinaire, c'est pas la sanction, même si, ça peut arriver. Le but, c'est de retrouver un collaborateur qui soit bien dans ses baskets et qui soit contributeur de l'entreprise. Voilà. Donc à mon avis, à tous les moments, de ces, sujets privilégiés, que ce soit la passation d'informations ou le recadrage ou le disciplinaire vraiment en extrême limite, le service RH est un service, qui vient apporter j'allais dire son expérience, son expertise dans le domaine. OK, OK. On voit qu'il y a pas mal, on reconnaît bien, hein, de toute façon cette posture de support. La RH en tant que fonction support, ça porte bien son nom, mais on voit bien le côté accompagnement des maîtres d'apprentissage aux différentes étapes. Est-ce que d'ailleurs, tu as un outil, j'ai l'habitude de dire une secrète tech, d'avoir un petit peu un tour de magie ou quelque chose qui fonctionne, un atout dans ta manche particulier que tu ressors à chaque fois. Est-ce que tu as un secret à nous délivrer sur, justement la gestion des maîtres d'apprentissage ou pas? Alors, non, j'ai pas de formule préétablie, de bons mots, que je sors à chaque fois. Parce on est souvent dans des situations très diverses, de par la multiplicité des caractères et des personnes que sont les maîtres d'apprentissage et du binôme avec l'alternant qui lui aussi a ses spécificités. Donc j'ai pas de bons mots tout faits, mais je pense que pour que ça fonctionne, il faut que les choses se disent. Et c'est vrai que, j'allais dire, il faut pas infantiliser l'apprenti, hein. C'est pas un enfant qui intègre une, une entreprise, ça n'est pas non plus, un parent avec un enfant et cetera et cetera. En revanche, dans la relation, il y a des stades, que, j'allais dire, les parents peuvent connaître, qui sont, le parent idéalisé, puis après on se rend compte que le parent est pas parfait et cetera. Ça existe, j'allais dire, c'est transposable aussi dans le milieu de l'entreprise.
On va avoir parfois des apprentis qui idéalisent dans un premier temps leur tuteur, puis qui dans un second temps se rendent compte de son imperfection, et cetera. Et donc il faut pouvoir gérer en fait ces différents moments. Donc même s'il y a pas de bons mots et s'il y a pas de recette miracle, il faut en tout cas à mon avis préparer le maître d'apprentissage et l'alternant à ces différentes phases en fait de fonctionnement. Eh ben, écoute, je trouve que c'est une bonne fin pour illustrer, le slogan du podcast qui est: «Il n'y a pas de maître d'apprentissage parfait, il n'y a que des maîtres d'apprentissage qui font de leur mieux». Je pense qu'on n'aurait pas pu, mieux tomber. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur le sujet justement de, la gestion des maîtres d'apprentissage par un RH? Est-ce qu'on a fait le tour? Écoute, je pense qu'on pourrait en discuter pendant des heures, mais ça me semble déjà très complet, surtout si on veut respecter, heu, le chapeau que tu viens de rappeler. Merci beaucoup en tout cas Olivier pour ton temps, pour toutes ces explications. J'ai trouvé ça top. Où est-ce qu'on peut tiens si, question quand même, dernière question qui sera peut-être la question rituelle d'ailleurs. Si jamais on a des apprentis qui écoutent ce podcast et qui se disent: «Ah, une structure comme ça avec, un service RH qui est au service des maîtres d'apprentissage avec un vrai accompagnement». Si on a des apprentis qui veulent rejoindre, Evolucare Technologies ou une de ces entités, comment on vous trouve? Comment on postule chez vous? Comment on fait? Alors il y a 2 possibilités. La première, c'est, pour tous les postes que nous avons, actuellement d'ouverts ou ceux que nous ouvrirons à l'avenir, ne pas hésiter à consulter notre site internet, www.evolucare.com. Et si éventuellement, vous êtes à la recherche d'une alternance, un candidat est à la recherche d'une alternance et qu'il n'y a pas de poste qui apparaisse comme ouvert sur notre site internet, il y a toujours possibilité de faire une candidature spontanée. Cette candidature spontanée, il faut l'envoyer par mail à l'adresse recrutement au singulier @evolucare.com. N'hésitez pas bien évidemment, s'il n'y a pas de poste ouvert, n'hésitez pas à la candidature spontanée. Il est toujours possible, que votre candidature fasse éventuellement naître un besoin et que ça soit finalement à la fin une bonne rencontre, même si l'entreprise n'avait pas pensé à ouvrir un poste en alternance, dans le métier que vous recherchez ou dans le service, auquel vous êtes, candidat. Eh ben écoute, merci beaucoup Olivier, Merci à toi Mathieu. à bientôt. À bientôt et bonne journée. Que dire de plus? Je crois qu'avec ce témoignage d'Olivier, les ressources humaines n'ont jamais aussi bien porté le nom de fonction support. J'espère que cet échange, en tout cas, va vous permettre de trouver des synergies au sein de votre entreprise et va faire naître de beaux projets entre maîtres d'apprentissage et RH. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous aider en le partageant et en vous abonnant, parce que oui, spoiler, d'autres épisodes sont encore à venir. Je vous dis à très bientôt et gardez bien en tête qu'il n'y a pas de maître d'apprentissage parfait, il n'y a que ceux qui font de leur mieux.